Bonjour. Bonjour Jeanne. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Merci, merci de nous, merci de nous gratifier de votre présence. Donc, on a laissé quelques minutes aux uns aux autres pour se connecter. Merci de nous gratifier de votre... Là, maintenant, nous allons pouvoir commencer. Donc, le webinaire, nous sommes à notre deuxième webinaire aujourd'hui, donc sur l'expérience client. Et la thématique, c'est la satisfaction client ne suffit plus, viser l'expérience client. Et ceux qui ont suivi notre premier webinaire en début de mois, on peut déjà comprendre la nuance qu'il y avait entre la satisfaction client et l'expérience client. En résumé, lorsque le client achète un bien ou un service, il s'attend au minimum à avoir la satisfaction qui lui a été promise. Donc, pour lui, ce n'est pas véritablement cet élément-là qui va différencier l'entreprise en question de ses concurrents. Mais là où il y aura une valeur ajoutée, là où il sera impressionné, c'est lorsque l'entreprise le fait passer de la satisfaction à l'enchantement à travers une expérience client qui est mémorable. Et c'est en ce moment-là que le client est fidélisé durablement et que surtout, il recommande le produit ou le service à son entourage et sur les réseaux sociaux, notamment sur les différentes plateformes de consommateurs. Et là, on sait l'impact et l'amplitude que ça peut avoir. Donc, aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur dans cette différenciation entre la satisfaction client et l'expérience client et nous verrons les différents leviers pour à prendre en compte, en tout cas sur lesquels travailler pour s'assurer d'offrir une expérience client qui soit positive et qui soit mémorable pour vos différents clients. Donc, j'ai le plaisir d'avoir comme formateur aujourd'hui Monsieur Thomas Sylvie, qui est consultant et formateur en expérience client et qui, depuis 7 ans à peu près, accompagne donc différentes entreprises dans le design, la production et le suivi de leur stratégie d'expérience client. Il a particulièrement travaillé avec les entreprises du domaine hôtelier, domaine où le marketing de service est très important et où l'expérience client fait complètement la différence. Donc, il a travaillé notamment avec divers groupes hôteliers tels que Accor, Relais, Thalasso, Paris Inn, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est lui qui va nous partager en tout cas cette formation qui va sur la base donc d'éléments très factuels de son expérience avec ces différentes entreprises, nous mener à travers cette thématique, ma foi, très intéressante. Donc, Thomas, donc je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jeanne. Merci pour ton accueil chez Reflect Consulting. C'est très, très agréable. Un grand plaisir d'être parmi vous. En virtuel à Babi, voilà. J'ai appris en faisant un peu d'études sur Abidjan que votre ville s'appelait Babi et ma foi, c'est un bien joli nom. Je vais partager mon écran avec vous pour qu'on nous démarrions notre conférence tout de suite. Donc, effectivement, je suis Thomas Sylvie. Ça fait effectivement 7 ans que j'accompagne les entreprises, alors les équipes, les managers et les dirigeants sur leur stratégie d'expérience client. Alors, je les accompagne et je ne suis pas tout seul. Et en fait, vous allez voir, on a une surprise dans ce webinaire, c'est qu'on a un intervenant surprise avec qui on va vivre ce qu'on fait vivre quand on fait une formation, voilà, ce qu'on fait vivre à nos clients aussi. Donc, l'idée, c'est qu'on ait une expérience client dans l'expérience client. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette conférence et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à la voir, à écouter. Et puis, on a prévu aussi un peu de temps pour qu'on partage.
Alors, si je continue et que je vous présente notre parcours aujourd'hui, hein, je l'ai imaginé un peu comme un parcours client. Je vais revenir sur un point qui n'a pas été abordé encore. C'est pourquoi est-ce qu'il faut investir dans l'expérience client. Voilà, on parle beaucoup d'expérience client. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il y a vraiment un retour sur investissement? Donc, je me suis dit que j'allais dire oui, un franc oui, et puis vous partager quelques études qui ont été menées et qui effectivement arrivent à cette conclusion que oui, il est important d'investir dans l'expérience client. Et puis ensuite, effectivement, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que l'expérience client et quels sont les deux leviers de cette expérience. Nous travaillerons ensuite on verra ensuite comment travailler l'émotionnel. Et c'est là où on aura un invité surprise. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais je vous fais un peu de teasing pour que vous restiez jusque-là. Et puis peut-être que vous appeliez plein de gens pour qu'ils viennent se rejoindre à nous. Et puis ensuite, on a prévu effectivement un temps d'échange, un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Alors, je vois sur… Donc, juste pour revenir sur le point des questions, on est également en direct sur Facebook. Donc, juste pour notifier que les questions peuvent être posées au fur et à mesure donc, de l'avancée de l'exposé. Donc, pour ceux qui sont en Zoom, vous avez l'icône discussion où vous pouvez écrire toutes vos questions et elles seront relevées et nous tâcherons d'y répondre en fin de session. Et pour tous ceux qui nous suivent via la page Facebook de Reflet Consulting, des questions peuvent également être posées en commentaire et nous essaierons en tout cas, autant que le temps nous permettra, d'y répondre. Super, merci beaucoup Jeanne. Et d'ailleurs, à propos de Facebook Live, je vois qu'il y a une centaine de questions déjà sur la présence de cet étrange objet bleu à droite de l'écran qui est un distributeur de boules de chewing-gum. Voilà, et je vois qu'il y a de nombreuses questions sur mais pourquoi est-ce que le conférencier a-t-il mis cet étrange objet? Eh bien, c'est un objet qui symbolise voilà, l'expérience client. C'est un peu un objet ludique. Voilà, et je voulais juste vous raconter très très vite cette histoire, mais pour vous dire que rien qu'avec ça, on est déjà dans l'expérience client. Figurez-vous que il y a 3 semaines, j'étais avec mes enfants dans un grand centre commercial et qu'il y avait des distributeurs de bonbons, dont un distributeur comme celui-ci, et puis des distributeurs beaucoup plus simples. Vous voyez que celui-ci, en fait, il a une spirale transparente, translucide, qui est entre la base et le sommet. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, il y avait bon nombre d'enfants qui demandaient un jeton à leurs parents pour aller prendre une boule de bubblegum. Et ils le faisaient non pas pour manger le bubblegum après, mais juste pour le plaisir de voir cette boule de bubblegum descendre la spirale. Voilà. Et donc là, on était vraiment dans cette expérience. Alors, c'est l'enfant qui avait son expérience client avec cet objet-là, mais on était vraiment déjà dans cette expérience client, dans cette partie émotionnelle dont on va beaucoup traiter sur ce webinaire. Voilà. Donc, il y a 3 semaines, je me suis dit, bon, mais il faut absolument que je partage ça. Ça fera une bonne entrée en matière pour cette conférence. Voilà, c'est un peu un clin d'œil que je voulais vous partager. Alors, pour répondre à la question, donc bon, j'ai déjà répondu, mais effectivement, faut-il investir dans l'expérience client? Alors, la réponse est vraiment oui. Pour ça, je vais vous partager 4 études. La première, très simple, c'est une étude qui a été faite en 2016 d'un cabinet de conseil américain, enfin de 2 cabinets de conseil américains qui s'appellent Avanade et Sitecore. Et en fait, ils ont fait une étude sur le retour sur investissement des entreprises qui investissent en termes d'expérience client. Ce qui ressort de l'étude, alors je vous l'ai mise en index à la fin de la conférence, comme ça vous pourrez aller voir vous-même. Ce qui ressort de l'étude, c'est que quand on investit $1, eh bien, on a un retour sur investissement. Alors, quand on investit $1 en expérience client, on a un retour sur investissement de $3. Alors, je vous l'ai mis en francs CFA pour le clin d'œil, mais donc effectivement, si vous investissez 500 francs CFA en expérience client, vous en récupérez 1500.
Donc ça, c'est déjà un premier indicateur qui fait que, ah, ben oui, effectivement, c'est intéressant d'investir en expérience client. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons dont je vais vous expliquer ça assez rapidement. C'en est une, c'est voilà, je vous présente aussi cette étude qui a été faite par McKinsey & Company, qui date de 2015. Hein. On est en train de revenir un peu dans le temps, vous allez voir. Et en fait, ce cabinet de conseil a fait une étude sur 10 ans sur les entreprises du marché boursier américain. Vous avez ici, alors vous avez le S&P 500 qui est le Standard & Poor's 500, et donc c'est les 500 plus grosses entreprises américaines qui sont cotées en bourse. Et en fait, cette compagnie a fait une étude sur 10 ans de la valeur boursière de ces 500 plus grosses entreprises. Et qu'est-ce qu'il en sort sur ces 10 ans? Alors, ils ont fait une étude de la valeur boursière et ils ont fait également une étude de l'indice de satisfaction client aux États-Unis qui s'appelle l'American Customer Satisfaction Index, ACSI. Et en comparant les deux, ils se sont aperçus que les entreprises qui superperforment au niveau de leur valeur boursière sont les entreprises qui sont les leaders en termes d'expérience client, qui ont la meilleure satisfaction en termes d'expérience client, qui offrent la plus belle expérience à leurs clients. Et ils se sont aussi aperçus que les retardataires, ceux qui sont les moins bons en termes d'expérience client, ils sous-performent puisqu'ils ne sont même pas au niveau de la moyenne des entreprises. Voilà, donc ça aussi, c'est une étude sur 10 ans hein, qui a démarré en 2004, qui s'est finie en 2014. Il y a un autre cabinet de conseil américain qui s'appelle Watermark Consulting qui a fait la même étude, mais en partant de 2007 et qui est arrivé aux mêmes conclusions en 2017 sur le fait que, ben oui, si vous proposez une très bonne expérience client, vous serez un super performeur en termes de résultats économiques. Troisième étude que je souhaitais vous partager, c'est une étude qui nous vient de Cornell University. Alors, c'est une étude américaine, à nouveau, je suis désolé, il y a beaucoup d'études en fait, qui sont faites aux États-Unis sur le sujet. Et cette étude-là date de 2012. Alors, c'est une étude qui a été faite en fait sur le rapport entre les réputations et la performance économique, alors principalement dans l'hôtellerie. Et ce qu'il en sort, en fait, c'est que pour un hôtel, sur une échelle de 5 points sur des notes d'avis, hein, donc par exemple TripAdvisor, si l'hôtel augmente ses notes d'1 point, d'accord, sur cette fameuse échelle de 5, par exemple, s'il passe de 3,3 à 4,3, eh bien, il peut augmenter ses tarifs de 11,2% sans perte de clients. D'accord, donc, il va conserver le même taux d'occupation, il va conserver les mêmes parts de marché. Donc, ça, une fois de plus, hein, alors l'irréputation, on sait que c'est le visage de l'expérience client. Donc, c'est une fois de plus un très bon indicateur. Et c'est vrai que quand on va sur une destination, quand on regarde les premiers, quand on fait une réservation sur un hôtel, on va évidemment regarder le tarif, mais on va aussi regarder son positionnement en termes d'avis. Et l'hôtel qui sera dans les premiers en termes d'irréputation, on ne se posera même pas la question du tarif. Ce sera pour nous normal, vu l'expérience qu'il semble offrir quand on lit les avis sur Internet. Voilà. Et puis, peut-être l'explication de pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui à l'expérience client. Et c'est la dernière étude que je voulais vous présenter. C'est une étude qui a été faite par Joseph Pin et James Gilmore en 1999. Donc, vous voyez, on remonte à loin quand même hein, dans le temps parce que ça veut dire que l'expérience client, c'est quand même pas nouveau. Et ces deux chercheurs, quand ils ont fait leurs études, ils ont publié donc, ces résultats que je vais vous présenter. Et ils ont en fait vu qu'il y avait une succession dans l'histoire d'expériences avant d'arriver à cette fameuse, une succession d'économies, avant d'arriver à cette fameuse économie de l'expérience client.
que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, la première économie, c'est ce qu'ils ont appelé l'économie agraire. En fait, c'est les matières premières. C'est l'époque, donc il y a des décennies, où on vivait principalement en extrayant des matières premières et en vendant de la matière première. Si je prends par exemple l'exemple du café, ça va être le grain de café. D'accord ? Alors, ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que sur ce schéma, il y a deux axes. Vous avez un axe horizontal qui porte sur le prix et vous avez un axe vertical qui porte sur la différenciation. Et vous allez voir que plus on va monter en termes d'économie, plus on va se différencier et plus on va gagner en termes de tarifs. Voilà, alors je reviens donc sur ma première économie, donc l'économie agraire, les matières premières. Et puis, dans l'histoire, eh bien, a suivi ensuite la deuxième économie qui a été l'économie industrielle hein, et donc qui a suivi toute cette période de forte industrialisation que nous avons connue. Et donc, les matières premières ont été transformées en biens. Si je reprends l'exemple de mes grains de café, eh bien, mes grains de café, je vais les transformer et je vais maintenant vendre des paquets de café. Alors, ou le grain sera en paquet, ou ce sera du café moulu. Et ça va devenir donc un bien. Si je pense à ma notion de différenciation, eh bien, c'est sûr que quand j'ai été le premier à proposer du café en sachet, en paquet, eh bien, j'avais une différenciation par rapport à tous ceux qui proposaient juste des grains de café en sac. Et puis, en termes de coût, eh bien, effectivement, si je prends le coût du café à la tasse, quand j'achète mes grains de café en matière première, c'est moi qui vais les moudre, c'est moi qui vais les mettre dans mon filtre, qui vais mettre l'eau chaude. Ma tasse de café aura un coût infime. Quand je vais commencer à acheter un paquet de café qui aura été moulu, eh bien, le coût à la tasse va être plus important que le premier. Alors, dans l'histoire, ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'on a eu ce qu'on appelle une banalisation des biens, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis à faire des paquets de café, d'accord, de café moulu. Il y a eu énormément de marques et voilà, on est passé sur une banalisation. Et pour ça, du coup, pour continuer à travailler sur la différenciation, hein, qui est notre axe vertical de montée, eh bien, on est passé sur une économie de service. Et là, on s'est mis en fait à servir le café pour en même temps faciliter la vie du client, puisque en fait, j'ai plus besoin d'acheter de café, j'ai plus besoin de moudre du café, j'ai plus besoin d'acheter de paquets de café moulu. Je vais directement, par exemple, dans un bar et je vais commander un café. Alors là, vous voyez bien qu'on est encore sur la différenciation et on est encore sur une différence en termes de tarifs. C'est-à-dire que, effectivement, le prix à la tasse, quand je suis dans un café, va être plus important que si j'achète un paquet de café moulu ou si j'achète des grains et que c'est moi qui moule les grains pour faire mon café. Et puis là aussi, on a eu un peu un même phénomène, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis à faire du café, on s'est mis à avoir du café un peu partout. Et donc, avec ce phénomène de banalisation, on est passé sur une autre étape, une autre économie, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'économie de l'expérience. D'accord ? Et là, eh bien, si je reprends mon exemple de café, s'est mis à émerger des sociétés comme Starbucks, par exemple, alors qui a failli s'implanter, je sais, sur Abidjan, mais qui ne s'est pas encore implanté. Mais Starbucks, pour ceux qui connaissent, eh bien, vont proposer une réelle expérience en termes de café. Et évidemment, là aussi, la tasse de café va être plus importante que celle que je pourrais avoir dans un bar ou que celle que j'aurais eu si j'achetais un paquet de café moulu ou que celle que j'aurais si j'achète un paquet de café en grains. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire, alors, si je prends un autre exemple qui serait par exemple un gâteau d'anniversaire, hein, eh bien, il y a des années, ma grand-mère, pour mon anniversaire, elle me faisait un gâteau avec des matières premières. Hein, elle allait chercher les œufs dans son jardin. Elle commandait un moulin de la farine.
Et puis, donc, elle avait un citronnier dans son jardin et elle me faisait un gâteau d'anniversaire au citron. D'accord? Et puis, ensuite, ma mère, quand elle s'est mise à me faire des gâteaux d'anniversaire, bon, elle a été un peu plus… il y a des produits comme celui-là, voilà, qui s'achetaient chez Carrefour, pour ne pas les citer, qui proposent un gâteau déjà presque fait. En fait, il suffit de rajouter un peu de lait, un peu d'eau, et puis on met ça au four, et hop, ça nous fait ce gâteau-là. Et donc là, on est dans notre exemple de bien. Évidemment, si je continue sur le service, eh bien, aujourd'hui, si je veux aller acheter, voilà, si je veux faire un gâteau pour mes enfants, par exemple, eh bien, je peux, par exemple, aller chez Pistache et Chocolat, rue Pierre et Marie Curie à Abidjan, pour aller chercher, par exemple, ce formidable gâteau qui s'appelle Corail Passion. J'ai vu ça sur Facebook, sur leur site. Ça m'a l'air très bon. Et là, je vais être dans le service, c'est-à-dire que c'est plus moi qui vais acheter ou des matières premières ou des biens. Je vais directement aller, je vais commander le gâteau que je souhaite avec les produits que je souhaite, et je vais aller chercher ce gâteau d'anniversaire pour le ramener chez moi et pour faire l'anniversaire de mes enfants. Voilà. La suite, au niveau de l'expérience, si je prends le même exemple, eh bien, je vais aller à l'atelier gourmand à Abidjan pour fêter l'anniversaire de mes enfants, pour fêter mon anniversaire. Et là, je suis dans de l'expérience à nouveau, où là, je vais être avec mes amis, on va me mettre un tablier, je vais avoir des outils, je vais travailler comme un chef, on va m'expliquer tous les produits, on va me faire vivre une expérience. Et donc là aussi, évidemment, vous vous rendez bien compte que si je parle du tarif, la part de gâteau entre celui que je vais faire moi-même avec de la matière première, celui que je fais en achetant quelque chose de tout prêt, une préparation prêt à cuire, celui que je vais acheter dans une pâtisserie et celui que je vais réaliser à l'atelier gourmand, évidemment, la part de gâteau ne coûtera pas le même tarif et sera bien plus élevée quand on sera sur l'atelier gourmand. Donc ça, voilà, ça date de 99, donc vous voyez, c'est pas nouveau, mais c'est juste pour vous dire que oui, c'est vraiment important de travailler son expérience pour la différenciation, évidemment, et aussi pour le côté retour sur investissement, parce que ça rapporte de travailler l'expérience client. Alors, peut-être que demain, on parlera, parce qu'évidemment, tout le monde est en train de travailler sur le sujet de l'expérience client. Alors, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui aujourd'hui travaillent la satisfaction client, qui savent que c'est un indispensable et qui se mettent à travailler sur l'expérience client, qui se mettent à réfléchir sur les parcours clients, les parcours salariés. On en parlera dans le prochain webinaire. Ce qui fait qu'on peut imaginer que peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, eh bien, on pourra mettre le mot banalisation sur le mot expérience. Et on ira maintenant sur, peut-être après-demain, on ira sur une économie de l'enchantement. Et on ne parlera plus d'expérience, mais on parlera vraiment d'enchantement. C'est un mot qui a été utilisé par Jeanne. C'est un mot qui a été utilisé aussi par Lionel sur le dernier webinaire. Et je pense que c'est un mot, voilà, c'est un mot vers lequel on va aller suite à cette économie d'expérience. Voilà, alors, si on continue notre expérience client, donc on a vu qu'effectivement, c'est important de la travailler parce que ça rapporte. D'accord. Si on regarde maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans l'expérience client et quels sont les deux leviers? Alors, ici aussi, en fait, j'aimerais bien vous partager une étude qui a été faite, vous voyez, en 99. Donc, c'était vraiment dans les années 90 un sujet sur lequel on travaillait beaucoup, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais à l'époque, on travaillait beaucoup en termes de recherche. Et donc, on a un chercheur qui s'appelle George Ritzer qui, en 99, a travaillé sur l'expérience client et a commencé à regarder de quoi était-elle faite. Et il s'est aperçu qu'en fait, l'expérience client avait deux faces. Voilà.
Le premier aspect de l'expérience client, eh bien, c'est un aspect rationnel. Une expérience client, ça a un aspect rationnel. Et puis, le deuxième aspect, c'est un aspect émotionnel. Hein, donc, ce sont les deux leviers, rationnel et émotionnel. On pourrait dire, dans le rationnel, on pourrait dire que ça correspond à la réalité de l'expérience. Et puis, dans l'émotionnel, ça correspond à la perception de l'expérience. D'accord ? Le relationnel, si je vais un petit peu plus loin, on peut dire que ça va répondre à mes besoins, hein, tout le côté relationnel. C'est quelque chose qui est fiable et c'est quelque chose qui va m'apporter de la satisfaction. De l'autre côté, au niveau émotionnel, eh bien, c'est quelque chose qui va répondre à mes attentes. Hein, vous voyez, donc je parle bien de besoins et d'attentes. D'un côté, on a des besoins rationnels ou des besoins, on appelle ça des besoins opérationnels dans notre jargon. Et puis de l'autre côté, on va avoir des attentes qui sont des attentes émotionnelles. Et le résultat de cette réponse à mes attentes émotionnelles, ça fait que je vais avoir confiance, ça fait que je vais être fier de cette marque-là ou du produit que je vais avoir acheté, et ça fait aussi que je peux pardonner à l'entreprise ou à la personne qui est en face de moi si jamais il y a un impair à un moment donné. Parce qu'il y aura quand même une réponse à mes attentes émotionnelles. Évidemment, je vais perdre confiance et je serai plus fier et je ne pardonnerai plus si je n'ai pas de réponse, si mes attentes émotionnelles ne sont pas traitées et si on n'y répond pas. Alors ça, c'est côté client, et côté entreprise, eh bien, le côté rationnel, et c'est ce dont nous parlait aussi Lionel sur le dernier webinaire, le côté rationnel qui amène à la satisfaction du client, c'est côté entreprise, c'est qu'on va mettre des procédures et des standards pour justement éviter qu'il y ait des trous dans la raquette. Donc, on va mettre des choses en place. Et puis, côté émotionnel, quand on va vouloir travailler effectivement côté entreprise, quand on va vouloir travailler le côté émotionnel de l'expérience client, on va travailler le design de service notamment et la posture managériale. La relation humaine, voilà. Derrière posture managériale, on va avoir la relation humaine, tout simplement, entre à la fois le client et les collaborateurs ou les salariés de l'entreprise, et à la fois les managers et les collaborateurs. D'accord. Alors, si je reprends ce côté émotionnel et fonctionnel, et que je me mets dans la peau de mon client et que je me dis, bon, ben voilà, qu'est-ce que le client pense quand je vais être un petit peu dans le fonctionnel, c'est-à-dire que un petit peu ou pas du tout, hein, c'est-à-dire que le produit ne répond pas vraiment à mes besoins, ce n'est pas vraiment fiable, et puis je suis très peu dans l'émotionnel. Donc ma partie émotionnelle n'est pas bien, on ne répond pas à mes attentes, donc je n'ai pas vraiment confiance. C'est un produit que j'ai acheté mais j'en suis pas fier. Enfin, voilà. Alors qu'est-ce que je vais dire à ce moment-là? Je vais peut-être penser quelque chose du style je me suis fait avoir. Voilà, j'ai acheté ça me semblait bien. Mais en fait, ça ne va pas me servir vraiment et je ne suis pas très satisfait de la façon dont la relation a été traitée. Donc, j'ai vraiment l'impression de m'être fait avoir. Si je reste sur mon côté émotionnel et que je reste sur ce côté un peu fonctionnel qui ne fonctionne pas bien, mais que par contre, au niveau de mes attentes émotionnelles, j'aurais été pris en charge, il y a vraiment quelque chose qui se sera passé. Je vais plutôt être dans une idée comme celle-ci qui va être j'aime bien ce produit, j'aime bien ce service. Bon, c'est dommage que ça ne marche pas parce que j'aimerais vraiment bien la façon dont il traite la relation. C'est vraiment dommage. D'accord ? Et puis, si je reste que dans la partie fonctionnelle et que j'ai peu d'émotionnel, je vais être dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais être dans la satisfaction. Le produit fonctionne, voilà, ça marche bien. Je suis satisfait. Je n'ai pas ce plus qui va faire que je suis content. Et puis, au-dessus de ça, effectivement, eh bien, on a la partie ici où là, on est dans l'émotionnel et là, on est dans le fonctionnel. Voilà, on répond à la fois énormément aux besoins et aux attentes.
Et là, on est vraiment dans un client qui va dire « j'adore », dans un client qui va dire « je recommande ». Alors, je recommande, il faut que vous le preniez vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire je commande à nouveau, et puis je recommande le produit ou le service à mes amis ou à mes collègues. D'accord ? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va devenir un promoteur, pour ne pas le citer, le Net Promoter Score qui a déjà été abordé, eh bien, on va le retrouver aussi ici. Et puis, c'est quelqu'un qui va dire, voilà, je suis enchanté de cette entreprise, je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance, je suis enchanté de mon conseiller bancaire parce qu'il me comprend, il me trouve des solutions, il est proactif, il partage avec moi mes réussites. Voilà, on est vraiment sur à la fois du relationnel et à la fois, quand j'ai un besoin fonctionnel, il y répond immédiatement. D'accord ? Donc, on est vraiment là-dessus. Et donc, ça, c'est sur ce que pense notre client. Alors, je partage une image avec vous, mais voilà ce que ça peut donner quand on arrive à répondre à 100%, à la fois à un besoin fonctionnel et à des attentes émotionnelles. Il se passe plein de choses dans cette image. On en reparlera dans le 3e webinaire où on abordera justement le parcours client. Hein. Là, on a un parcours client qui se termine. Et puis, on a un parcours salarié aussi. Et là aussi, on a des salariés. On a un parcours salarié qui sera intéressant de décortiquer. Alors, maintenant qu'on a vu de quoi a été fait la partie de l'expérience client, enfin ces deux leviers-là, je vous propose qu'on aille sur plus le travail sur le levier émotionnel. C'est-à-dire que la partie fonctionnelle, on a vu, c'est beaucoup des procédures, des standards. Alors évidemment, ça n'empêche pas qu'il faille les revisiter, ça n'empêche pas qu'il faille les travailler. Hein, donc c'est un travail qui est important à faire pour le levier rationnel, fonctionnel. Mais je vous propose qu'on regarde plus le levier émotionnel parce que c'est d'abord parce que c'est un levier sur lequel moi je travaille beaucoup et parce qu'il me semblait intéressant de partager avec vous quelques conseils et quelques outils pour travailler sur ce levier. Alors, le premier outil ou premier conseil que je pourrais vous proposer, c'est se mettre dans les chaussures du client. Alors, c'est une expression que j'ai mis en français parce que c'est plus une expression américaine, mais ça peut être se mettre dans la peau du client en français. Et là, en fait, je vous ai mis un logo de Sofitel qui date des années 2001, parce qu'en 2001, j'étais chez Sofitel. J'étais responsable de la qualité, donc je m'occupais de la satisfaction client, et j'ai eu une formation en termes de qualité de service. Et pendant cette formation, eh bien, on m'a parlé, et c'était la première fois que j'entendais ça, on m'a parlé du parcours sensoriel. On m'a parlé en fait des 5 sens que nous avons tous. Et comment est-ce que quand le client venait dans notre hôtel, qu'est-ce qui se passait au niveau de ces 5 sens. Et pendant cette formation, eh bien, en fait, on m'a donné un stylo, un papier, on m'a demandé de noter les 5 sens sur ce papier et on m'a dit, maintenant, on va sortir de l'hôtel et on va faire comme si on était un client qui arrivait à l'hôtel. Donc, on est sorti de l'extérieur et on a pris du recul et on s'est mis à arriver, à cheminer doucement vers l'hôtel. Et on a commencé par regarder l'hôtel de loin, la façade, les drapeaux, l'éclairage, la propreté, la décoration florale, tout ce type d'éléments-là qui vont jouer sur le sens au niveau visuel. Et puis ensuite, on est rentré dans l'hôtel. Et là, on a un peu plus de sens qui se mettent en route. On a évidemment le visuel qui reste, mais on a aussi l'auditif, qu'est-ce qu'on va entendre. On a aussi éventuellement l'odeur, est-ce qu'il y a un diffuseur de parfum. On a tout un tas de choses qui se met en place. Et on continue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand j'arrive au restaurant, je vais m'installer à table comme si j'étais un client. Et puis là, je vais faire appel, pareil, à mes 5 sens. Donc, je vais goûter les plats. Je vais peut-être écouter pour voir si j'entends le chef dans la cuisine qui passe les ordres à ses commis. Je vais peut-être sentir un délicieux fumet qui sort de la cuisine, etc., etc. Je vais peut-être entendre la porte qui grince aussi. Et tiens, quand j'étais serveur, cette porte-là, je ne l'entendais jamais parce que j'étais dans mon travail. Donc, ce parcours sensoriel, ce parcours sur les 5 sens,
il est primordial à faire, très intéressant, et vous permet d'avoir un premier degré d'éveil justement sur la partie émotionnelle de l'expérience client. Je vous ai mis une autre image qui est la pochette de disque d'Ibrahim Malouf, du morceau qui s'appelle Sens. Et en fait, c'est le morceau que je vous ai fait écouter au démarrage du webinaire, parce que mon intention, alors je ne sais pas si ça a bien fonctionné, mais mon intention, c'était de vous emmener justement, de travailler sur un de vos sens qui était déjà le sens de l'ouïe, pour vous partager ce morceau de musique que moi j'aime beaucoup. Et je voulais vous amener justement dans mon univers sensoriel avec ce morceau de musique. Voilà, ça c'est le premier exemple que je vous propose. Et donc, ça peut être un outil très simple, hein, un stylo, un morceau de papier. Vous le faites faire à tout le monde chez vous. Vous le faites faire aux gens qui sont en back-office, qui ne sont pas forcément au niveau des clients. Vous le faites faire aux personnes qui sont en première ligne. Et puis après, vous débriefez autour de ça. Et vous verrez, on a tous des sens qui fonctionnent différemment. On fait tous attention à des choses différentes. Et quand vous partagez ça avec l'ensemble de vos collaborateurs, de vos salariés, eh bien, vous avez une richesse en termes de parcours sensoriel qui commence déjà à émerger avec déjà des premières actions que vous pouvez mettre en place. Le deuxième conseil ou deuxième outil que j'aimerais vous proposer, et alors c'est là où j'ai mon invité mystère qui va se dévoiler, c'est faire des formations, et lors de ces formations sur le relationnel client ou le relationnel managérial, hein, sur ces formations-là, ça va être de s'exercer lors de mise en situation. Voilà, donc vous allez voir en fait, alors je vous ai mis cette photo parce que je suis allé à Nairobi il y a quelques années pour travailler sur l'expérience client pour une équipe qui fait de la prestation de catering aérien, donc qui fait des plateaux sur les avions. Donc on était sur du B2B, hein, vous voyez, on n'était pas sur du B2C, hein, on était sur une entreprise qui vend des produits à une autre entreprise. Et on a travaillé leur expérience client, hein. On n'est pas forcé de travailler sur une entreprise qui vend un produit ou un service à un client. On peut travailler aussi ça entre entreprises. Et on a travaillé sur l'expérience client, et en fait, on a travaillé sur la partie émotionnelle. Et avec moi, m'accompagnait cette charmante personne qui est ici au centre et qui est comédienne et formatrice, et qui donc m'a accompagné pour jouer à la fois ou un client, ou un collaborateur, ou un manager, et qui jouait non pas avec moi, mais plutôt avec les personnes qui étaient en termes d'apprentissage. Voilà, donc je vais demander donc à mon invité surprise de se dévoiler. Donc Luc Gentil, je vais te proposer de me rejoindre. Voilà, donc Luc Gentil est comédien formateur. Vraiment, je te remercie, Luc. Donc, Luc, je travaille avec lui au quotidien sur chaque formation qu'on fait quand on travaille l'expérience client. Luc travaille depuis très longtemps sur le sujet. Il a fait aussi beaucoup de films. Vous pourrez trouver sa filmographie si vous tapez Luc Gentil sur Google. Voilà, il a l'amabilité et la gentillesse de venir me rejoindre sur ce webinaire. Luc, vraiment, merci beaucoup. Est-ce que ton micro est activé, Luc? Ton micro n'est pas activé. Jeanne, est-ce que vous pourriez activer le micro de Luc, s'il vous plaît, pour qu'on puisse du coup démarrer notre... Voilà, c'est chose faite. Bonjour, Luc. Ah, tu as à nouveau le micro coupé. Est-ce que tu peux… Ah, ça y est, il est réactivé. Oui, c'est bon à présent. Merci, Jeanne. Ok, impec. Bonjour. Bonjour à toi et à chacun et chacune. Merci de me rejoindre. Alors, pour tous, voilà, je vous explique un petit peu comment on va procéder. En fait, voilà, on vous propose une mini séquence de formation
Et donc, on va s'immerger comme si on était en formation. Moi, je vais jouer le rôle du client et Luc va jouer le rôle du collaborateur. Ça se passe chez Bouygues en France. Je vous situe juste l'idée, c'est que en fait, je vais voir mon agence Bouygues parce que eh bien, j'ai été invité par Jeanne à Abidjan. Donc voilà, je suis ravi. Je vais en Côte d'Ivoire. Donc je suis dans une excitation très très palpable. Et je vais donc j'ai besoin évidemment d'avoir un forfait téléphonique puisse me permettre de recevoir et puis aussi de passer des appels depuis Abidjan, puisque je vais continuer de travailler là-bas. Je vais sur Internet, je tombe là-dessus. Donc, je vois que je vois le coût téléphonique. Je vois aussi que j'ai un forfait avec un pass Internet voyage, mais je ne comprends pas vraiment. J'ai besoin d'un peu plus d'infos. Et donc, je vais me rendre dans une agence Bouygues Télécom pour avoir plus d'infos. Et donc là, je vais être reçu par Luc qui va faire le rôle du collaborateur. On va faire une scène qui va durer, vous allez voir, 3 minutes. Et ce qu'on va vous proposer ensuite, et donc Jeanne, ce qu'on te proposera, peut-être ce qu'on te demandera, c'est d'activer les micros pour tout le monde. C'est que ce qu'on vous proposera, c'est ensuite de participer au débriefing comme si vous étiez le manager de Luc. Donc, de le débriefer, vous êtes le manager de Luc, vous étiez à côté, vous avez vu ce qui s'est passé. Moi, je viens de partir et là, vous dites, bon, Luc, est-ce que je peux te voir? J'aimerais bien qu'on débriefe sur cette situation. Voilà, je vais arrêter le partage. Ah, tiens, il y a un autre partage d'écran que je vois. Comment se fait-ce? Visiblement, quelqu'un a des projets immobiliers. Ou quelqu'un partage son écran. C'est curieux, je ne sais pas. Sinon, je vais repartager le Je mien. vois actuellement l'écran de quelqu'un qui s'appelle HP. Eh bien, c'est curieux, ma foi. Jeanne, est-ce que vous pouvez réactiver mon partage d'écran? Puis je vais remettre mon écran, puis Luc, on va jouer ensemble. On va jouer ensemble. Je vais laisser le... Oui, c'est bon, Thomas. Merci beaucoup. Alors, c'est reparti. Alors, donc Luc, nous sommes partis. Donc, l'agence s'ouvre et moi, j'arrive. D'accord? Oui, excuse-moi, mais il se passe plein de choses sur l'écran, des attestations de démarrage, des courriers, enfin bref, on est chez quelqu'un là. Hein. Ah mince. Oui, complètement. D'accord. Ben, je vais demander aux différents participants de vérifier leurs ordinateurs parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous faire voir tous ses mails. Quelqu'un peut-être de chez Coraïmo, ouais. Ah. Il a pris la main. Alors ça. D'accord. Donc là. Eh bien, c'est les aléas du direct, comme on le dirait à la télévision. N'est-ce pas, Luc? Oui, mais comme on disait en 1930, hein, là, excuse-moi, mais en 21, ça, ce n'est pas très admissible, monsieur. On est un petit peu en 1900, on est dans nos années 1930 sur Zoom, sur la visioconférence, sur ce genre de choses. D'accord. Donc, je voulais partager l'écran. Partager ton écran à présent, c'est ça? Alors, je vais partager. Donc là, je ne peux plus partager l'écran, Jeanne. C'est toujours l'écran de HP, en fait, qu'on voit. D'accord. Donc, je vais seulement note. Ah, ça y est, c'est parfait. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup à Monsieur HP. Donc, Luc, nous sommes à nouveau. Voilà, on y est bon, on est bon. Génial, super. Donc la scène démarre et on rappelle que l'idée, c'est quel retour vous allez faire à votre collaborateur que je vais jouer et pour le faire monter. Et notamment, on se souvient du sujet d'aujourd'hui qui est sur la prise en compte peut-être
des attentes et pas que les attentes opérationnelles de notre client. Ah là là, qu'est-ce que je suis content que vous soyez déjà ouvert si tôt. Ah, c'est vraiment ça, c'est vraiment super. Bonjour, monsieur. Alors, écoutez, je pars demain à Abidjan. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Oui. Ah Bonjour, oui, bonjour, excusez-moi. Excusez-moi, voilà, je suis déjà dans mon voyage. Alors voilà, je pars demain à Abidjan. Figurez-vous que voilà, j'ai une chance folle, c'est que j'adore l'Afrique. J'y suis allé 3 fois déjà, et en fait, ça va être ma 4e fois à Abidjan, Côte d'Ivoire. J'y suis jamais allé. Oui. Et évidemment, je me pose la question de la réception, enfin, plutôt de mon forfait téléphonique. Alors, je me suis connecté sur Internet, j'ai été voir mon compte, et puis j'ai regardé le coût des appels, parce qu'évidemment, j'y vais pour des raisons professionnelles. Et donc, là, je serai à même de recevoir des appels et puis d'en passer également. Oui, comme tout le monde, oui. Quelle est votre question, monsieur, s'il vous plaît? Alors, eh bien, en fait, donc j'ai vu sur Internet, donc j'ai vu un coût à la minute supplémentaire, mais j'ai vu aussi que vous aviez un pass Internet à 20 € pour 1 gigaoctet de mémoire. Mais je voudrais avoir un peu plus d'infos parce que ça reste quand même un peu flou. Enfin, je n'ai pas réussi à trouver toutes les infos que je. D'accord. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Oui, Oui. il y a beaucoup de gens qui attendent. Alors, vous pouvez aussi bénéficier de l'option 1 heure Maghreb Afrique pour 20 € par mois. Alors, avec ce forfait, vous avez 1 heure d'appel vers les fixes et mobiles et en prime 50 SMS. Et sinon, je me permets de vous rappeler qu'en dehors de cette option, le coût des appels sera de 1,40 € la minute et les SMS seront facturés à 30 centimes d'euros. Voilà, voilà. Vous m'avez dit, excusez-moi, il y a un forfait, vous m'avez dit Afrique, c'est ça? Oui, monsieur, Afrique et Maghreb. D'accord. 1 heure, 20 € par mois, 1 heure d'appel vers les fixes et mobiles, 50 SMS. D'accord. Est-ce que vous avez autre chose qu'1 heure? Monsieur, excusez-moi, mais vous avez tous les renseignements sur Internet. Vraiment, c'est là-dessus qu'il faut se renseigner. La boutique est vraiment réservée aux personnes qui ont des demandes particulières, ce qui ne me semble pas être votre cas, monsieur. Attendez, j'ai pas bien. Alors, attendez, on n'a pas dû très bien se comprendre. Je pars demain. Je vous dis que Oui, monsieur, vous partez demain, après-demain. Excusez-moi, monsieur, mais c'est vous qui organisez votre vie. Je veux dire, vous êtes un adulte, vous avez tous les renseignements sur Internet. C'est là-dessus que vous pouvez commander le forfait. Et là, vous empêchez les personnes qui attendent de pouvoir avoir leur rendez-vous. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, monsieur, de clore cet échange. Je suis arrivé un quart d'heure avant l'ouverture de l'agence pour être sûr d'être là. D'accord? Je suis arrivé, j'ai des questions parce que j'ai été sur votre site internet. Ce n'est pas ça qui vous rend prioritaire, monsieur. Écoutez, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai renseigné, je vous ai dit l'option 1 heure Maghreb-Afrique. Et maintenant, s'il vous plaît, monsieur, sinon vous me voyez forcé de demander à la sécurité d'intervenir. Vous savez, la sécurité, ok. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais aller en face chez Orange. Ah, c'est ça, tout le monde se plaint toujours, tout le monde dit toujours que ça va être mieux ailleurs. Monsieur, voilà, vous conduisez typiquement comme ces clients français qui sont insupportables de prétention. Voilà, c'est ça, monsieur. C'est pas comme ça. Voilà, et restez poli vous-même et tout ira bien. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Voilà. Voilà, notre mise en situation est terminée. Alors, vous voyez, quand on travaille sur l'expérience client, donc on va travailler sur le parcours client et on va travailler sur des moments comme ça, qui sont ce qu'on appelle des moments clés, mais je ne vous en dis pas plus parce qu'on va en parler plus sur le prochain webinaire. Et donc, on fait des mises en situation comme celle-ci pour justement travailler sur la partie attente émotionnelle. Et donc là, ce qu'on va vous proposer, pour ceux qui souhaitent débriefer, on vous propose de mettre vos caméras, de mettre vos micros, de brancher vos micros. C'est bon, donc là, je vais demander à tout le monde, je vais donner la permission à tout le monde de pouvoir activer son micro. Tout le monde, parfait, très bien. Donc, ce qu'on va vous proposer, pour ceux qui souhaitent débriefer votre collaborateur, qui est Luc, eh bien, on vous propose ce temps de débrief. On va vous demander donc à Luc
Alors, Fatoumata a déjà fait un très bon retour par écrit. Vous le voyez, le client ravi de trouver un interlocuteur, mais son interlocuteur est moins enthousiaste d'avoir un client aussitôt. Il récite ses offres, ses attentes, sans prendre le temps de cerner et creuser le besoin de son client. Et enfin, il admet et reconnaît que tous ses clients se plaignent et vont en face chez Orange. Tout à fait, très bien. Et puis, Mélissa, qui a l'air d'être une connaisseuse des mauvais accueils, typique accueil dans bien des organisations de services. Et bravo pour la mise en situation, ce dont nous vous remercions bien évidemment. Alors, effectivement, juste pour reprendre ce que dit Fatoumata, il y a un décalage entre l'enthousiasme du client qui est tout content de partir en voyage et puis sans doute tout inquiet de comment ça va se passer pour garder le lien avec la France. Et puis, en face, quelqu'un qui traite du flux et qui considère que lui, ce qui l'intéresse, c'est que ça avance et que la file d'attente ne se remplisse pas trop. Et puis en plus, c'est le matin et de savoir qu'il y a déjà 15 personnes qui attendent doit bien l'embêter. Et ce qu'on note et qui met très mal à l'aise, c'est déjà le manque d'enthousiasme du vendeur. On a vraiment l'impression qu'il a envie d'être à milieu de son bureau et surtout que le client est un emmerdeur et que sa journée aurait été parfaite s'il ne recevait pas d'appel de ce client. Alors qu'à la fin de la journée, c'est parce qu'il y a client qu'on est payé en tant qu'employeur et que notre entreprise fonctionne. Mais malheureusement, comme l'a souligné Mélissa tout à l'heure, c'est typique de beaucoup d'entreprises, de beaucoup d'organisations où les staffs n'ont pas réellement conscience de la valeur du client et du fait que le client est véritablement la raison d'exister de l'entreprise. Donc maintenant, le challenge, c'est comment inculquer justement cette vision orientée satisfaction et expérience client à tous les employés d'une entreprise. Alors, on a HP qui a levé la main. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer. Pour le moment, ça va pour le moment, je parlerai après. D'accord, très bien, merci beaucoup. Effectivement, sur ce qui est intéressant après de travailler là, c'est de travailler avec le collaborateur, par exemple de demander à Luc, quelles étaient d'après toi, le client, il était dans quelle émotion quand il est arrivé à la boutique? Alors, alors, admettons que c'est quelqu'un qui est quand même plus attentif, hein, il dirait, au début, il est arrivé tout excité parce qu'il y avait son voyage, mais moi, en fait, j'avais peur qu'il déborde et qu'il parle trop longtemps, et donc je ne savais pas trop comment le bloquer là-dessus. Et c'est vrai que j'étais froid et que technique, et visiblement, ça a un peu poussé au fait qu'on s'est parti en dispute à la fin, ce que je regrette, bien évidemment. Peut-être j'aurais dû lui dire, vous faites un beau voyage, et puis enchaîner sur l'offre, mais au moins faire… ce que vous me racontez souvent, c'est de faire des accusés de réception, vous me dites, c'est ça, de faire des accusés de réception des émotions. Oui, monsieur le manager, c'est ça que j'ai vraiment loupé, j'en suis confus. Et puis j'ai eu l'impression peut-être qu'il avait peur que les communications vers la France lui coûtent très, très cher et que donc il cherchait peut-être… vous savez ce que vous m'avez appris là sur avoir un bon rapport qualité-prix. Et donc, peut-être son inquiétude, ce n'était pas seulement sur le prix, mais peut-être de ne pas se faire avoir et de ne pas se trouver contraint avec des communications qui vont lui coûter trop cher. D'accord. Alors, comment est-ce que vous pourriez vous assurer de ces suppositions en termes d'attente? Ce que je ne fais pas suffisamment, mais j'ai toujours cette peur de perdre trop de temps. Mais je pense que j'aurais dû lui poser… au moins une question, comme vous m'avez expliqué, les questions, vous savez, ouvertes ou directives, et peut-être de lui demander, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Ou est-ce que vous allez plutôt passer des appels ou recevoir des appels? Ce qui va me permettre, et là, ça serait une question alternative, qui va peut-être me permettre de l'orienter rapidement vers telle ou telle solution. Et c'est ça que j'ai loupé aussi, oui. D'accord. Tu te souviens, vous vous souvenez, je vous avais présenté un outil de coaching d'ailleurs qui s'appelle les positions de vie. Vous vous souvenez, un outil d'analyse transactionnelle. Est-ce que…
Alors, sur ce que vous m'aviez dit, les positions de vie, là, où en fait, je devrais être ce qu'on appelle plus, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de bien et de compétent, et le client en face n'est pas un emmerdeur, mais quelqu'un de bien aussi. Et en fait, là, j'étais plutôt plus-moins, on va dire, ou peut-être moins, c'est-à-dire que moi, je suis bien, je connais mon boulot, mais vous savez, une fois, on avait dit en riant, un bon client est un client mort. Et c'est ça que parfois j'ai dans la tête. Ouais, je suis un petit peu embêté. Et si vous voulez me donner une petite fessée à la fin du service, ça sera avec plaisir. Eh bien, écoutez, vous passerez dans mon bureau, mon cher. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous montrer en format très, très court le type de débrief qu'on peut faire sur ce sujet-là. Alors, évidemment, quand on est en formation, quand on fait une mise en situation, on va interroger en fait l'ensemble des participants. Donc, il y a un participant qui va jouer le rôle du collaborateur ou du manager. Le comédien formateur va jouer le rôle du client ou du collaborateur en fonction de l'autre rôle. Et puis, on va demander aux autres participants d'observer et ensuite, on va leur demander de débriefer pour que justement, ils réfléchissent par rapport à tous les outils qu'on aura vus ensemble, qui sont les outils, voilà, par exemple, les différents types de questionnement, les positions de vie, les attentes émotionnelles du client. On va leur demander de réfléchir à tout ça et à nous dire justement qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce que, par exemple, Luc a fait qui était très bien, qu'est-ce qu'eux auraient fait différemment et puis peut-être qu'est-ce qui a manqué. D'accord ? Et donc, on va faire comme ça un débrief sur ces mises en situation. Voilà, donc ça, c'est le premier outil ou le deuxième, enfin en tout cas, que je voulais effectivement qu'on voulait partager avec Luc. Luc, merci beaucoup pour ton intervention. Jeanne, est-ce que tu pourrais repartager, me repermettre de partager l'écran ? Oui, bien sûr. C'est bon, c'est fait. Et merci beaucoup à Luc, en tout cas, pour la magnifique intervention. Oui, je lui proposerai de laisser son micro ouvert peut-être tout à l'heure quand il y aura les questions-réponses. Si jamais il y a des intervenants qui ont des questions pour Luc, ce sera, voilà, j'imagine qu'il sera ravi aussi d'y répondre. Merci à Fatoumata et à Mélissa pour leur discussion et aussi à Paulin qui a une question mais qu'on pourra peut-être voir dans la série de questions-réponses. Alors, le dernier outil, alors en fait, on a commencé on l'a un peu évoqué quand on a fait le débriefing avec le collaborateur qui était Luc. Le dernier outil, en fait, que je voudrais, le dernier conseil que j'ai vraiment à vous partager, c'est l'introduction au coaching. Pardon, ce n'est pas l'introduction au coaching, c'est le coaching. Au webinaire précédent, Lionel a évoqué Zappos.com, qui est une entreprise américaine qui fait de la vente en ligne exclusivement. Son directeur s'appelle Tony Shea, enfin s'appelait Tony Shea parce qu'effectivement, il est décédé en fin d'année dernière dans l'incendie de sa maison, malheureusement. Et il avait une philosophie très forte en termes de culture d'entreprise. Qui serait compliqué à résumer, mais en tout cas, je pourrais peut-être la résumer en disant que, par exemple, c'est une entreprise qui ne faisait pas de publicité, c'est-à-dire que tout le budget publicité était mis dans l'expérience client. Donc, ils ont vraiment travaillé la culture d'entreprise, la relation client, en mettant tous les budgets marketing là-dedans. Ça, c'est le livre L'entreprise du bonheur que moi j'ai acheté, que j'ai lu, que je vous conseille, que j'ai mis aussi en référence à la fin du webinaire. Donc, je l'ai lu et en fait, je vous ai entouré ici, vous voyez, les cours offerts dans l'entreprise Zappos. Ce sont des cours offerts, c'est-à-dire que moi, salarié de l'entreprise Zappos, je peux choisir d'aller à un cours qui s'appelle Introduction au coaching. Chez Zappos, il faut aussi que vous sachiez qu'ils ont un coach à demeure. C'est-à-dire que
il y a une personne qui est salariée chez Zappos qui est coach. Le but du jeu, eh bien, c'est qu'elle puisse accompagner tous les salariés qui souhaitent être coachés. Et alors, là où ils sont vraiment très forts sur cette entreprise-là, c'est qu'ils accompagnent tous les salariés qui souhaitent être coachés pour des problématiques ou des projets professionnels, mais aussi pour des problématiques et des projets personnels. C'est-à-dire que les salariés chez Zappos, ils ont à disposition une personne qui est coach pour travailler n'importe quel type de problématique, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit professionnelle. Voilà. Alors, le coaching, à la différence de la formation, je pense que c'est assez important parce que en formation, vous allez transmettre du savoir. En coaching, vous allez plutôt stimuler des actions. En coaching, vous allez faire du développement personnel. Et le coaching, ça va vous apporter quoi? Ça va vous emmener… Alors, si vous vous souvenez, je me suis permis de reprendre ce schéma de Lionel sur le premier webinaire que je trouvais très, très bien. Alors, je ne vous le réexplique pas, mais dans le premier webinaire, vous avez l'explication et je vous invite vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à aller parce que c'est vraiment très intéressant. On retrouve ici notre partie fonctionnelle hein, en termes de levier. Et puis, sur la partie haute, on a notre levier émotionnel. Et vous voyez que la partie… Donc, cette partie-là, qui est la zone d'enchantement, hein, sur laquelle on a ces fameux pics émotionnels, hein, donc la partie émotionnelle du client, on va la travailler quand on va faire du design de service, bien évidemment, mais on va aussi la travailler quand on va faire de la formation et des mises en situation. Et puis, quand on va travailler sur du coaching, quand on va amener, par exemple, les managers à avoir une posture de coach, hein, et plus de faire du descendant, mais vraiment d'être dans de l'accompagnement comme s'ils étaient coachs, quand on va travailler cette dimension-là, eh bien, on va aller travailler sur les initiatives personnelles. Hein, et comme on l'a vu dans le premier webinaire, les initiatives personnelles, c'est la garantie d'un enchantement client. Donc, c'est aussi pour ça, hein, je vous disais, l'expérience de demain, c'est après l'expérience, l'économie de demain, après l'économie de l'expérience, ça va très probablement être l'économie de l'enchantement. Et demain, je pense que dans beaucoup d'entreprises, il y aura des coachs internes qui aideront les salariés à travailler toute situation, à les stimuler, à leur permettre de trouver les ressources qu'ils ont en eux pour pouvoir répondre au mieux et pour pouvoir prendre des initiatives et pour répondre au mieux et pour enchanter les clients. Voilà, c'est le dernier outil que je voulais vous partager. Et vous voyez que déjà, quand on a fait du débriefing, on a déjà abordé des notions de coaching avec Luc. Ça, c'est une slide que je vous propose. Comme c'est enregistré, eh bien, si vous revisionnez le webinaire, vous pourrez revenir dessus. C'est quelques références, en fait. Vous avez ici les 2 dernières études dont je vous ai parlé. Et puis, vous avez quelques références bibliographiques. Donc, vous avez le livre de Tony Hsieh qui est L'entreprise du bonheur, hein, qui est donc ce livre-là. Et puis, vous avez 3 livres qui, pour moi, font référence en termes d'expérience et pour comprendre de quoi c'est fait. Notamment, vous voyez celui-ci de George Ritzer, celui qui dit qu'il y a 2 faces, hein, 2 leviers émotionnels et rationnels. Et vous voyez, le titre de son livre, c'est Enchanter, un monde désenchanté. Donc, on est déjà en 1999 en train de parler d'enchantement client. Voilà, j'en ai terminé avec cette conférence. Je voulais vous remercier pour votre attention. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je voulais aussi vous remercier. Notre prochain webinaire, eh bien, on traitera du parcours client et du parcours salarié et je vous montrerai pas à pas comment on travaille ça. Et j'aurais même envie d'aller plus loin, j'aurais même envie de vous proposer de réfléchir et peut-être d'envoyer par l'intermédiaire de Facebook à Jeanne, si vous avez des souhaits en termes de parcours client à travailler, si par exemple vous travaillez dans une banque et vous dites tiens j'aimerais bien
travailler le parcours client ou le parcours salarié d'un univers bancaire, eh bien, je vous propose d'envoyer ça sur le Facebook à Jeanne. Et quand moi, je vais préparer le webinaire, eh bien, je ferai des éclairages sur le parcours client en univers bancaire et sur ce qu'on pourrait éventuellement travailler. Voilà, ça peut être ça, ça peut être autre chose. N'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un terme d'échange et que ce ne soit pas forcément un webinaire qui soit descendant, mais plutôt quelque chose qui soit aussi constructif et qui vous apporte des choses. Voilà, j'en aurais terminé. Merci beaucoup. Jeanne, merci encore pour cette opportunité. Je vais arrêter le partage du coup. Et puis, on peut passer sur un mode partage. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Thomas pour ce bel exposé, pour le cas pratique qui a permis en tout cas à tous nos participants de bien situer les choses et d'avoir une idée beaucoup plus pratique de ce concept qui souvent paraît un peu, je dirais, un peu confus en réalité. Donc, nous allons donc passer à la séance de questions pour pouvoir approfondir certains points qui ont été relevés par nos participants. Alors, je vois que Luc a déjà, merci Luc, a répondu déjà à certaines questions qui étaient sur le chat. Oui, absolument. Ça, c'est super. Je pense que tout le monde y a accès, mais si vous voulez, on peut revoir les questions. Oui, surtout pour les personnes qui nous suivent via Facebook, c'est vrai qui n'ont pas accès à la discussion. Alors, voilà, on avait une question de Pauline qui disait, alors Paulin ou Pauline, excusez-moi sur la prononciation. Bonsoir Thomas, bonsoir Luc, bonsoir Jeanne et aux autres. Déjà, merci pour le webinaire. Ma question est la suivante. Comment relancer un client sans toutefois le déranger? Alors, tout à l'heure, on a abordé le questionnement. Et c'est vrai que relancer un client, en fait, si vous lui posez une question sur quel serait le moment opportun pour que vous puissiez le relancer, ça paraît, voilà, une question peut vous permettre de trouver le bon moment pour rappeler le client. Vous avez, Luc parlait des typologies de questions, vous pouvez aussi utiliser une question qu'on appelle nous alternative, c'est-à-dire que vous pouvez aussi lui proposer souhaitez-vous que je vous rappelle cet après-midi ou préférez-vous demain dans la matinée? D'accord? Et ça vous permet de relancer le client une fois sans le déranger, sans tout le temps systématiquement le rappeler. Luc, si tu veux… Et peut-être parfois un bon mode d'accès au client qu'on a peut-être parfois tendance à oublier, c'est toujours dans l'idée de se mettre dans les chaussures du client, c'est de vérifier avec lui quels sont ses besoins et de quoi il pourrait avoir besoin. Et puis une autre, c'est ce qu'on appelle les questions déclencheuses de curiosité. Vous savez, c'est toutes ces questions, connaissez-vous, savez-vous que, où on ne donne pas toute l'information, mais on génère du désir chez le client pour que ce soit de lui-même qui dise bah non, je ne connais pas ça, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Et là, d'une certaine manière, il vous donne, lui, la permission de pouvoir aller vers là où vous souhaitez l'emmener. Mais effectivement, tout ceci avec précaution, parce que je ne sais pas comment ça se passe du côté en Côte d'Ivoire, mais ici en France métropolitaine, on est quand même tellement assailli de coups de fil qu'il y a un moment où on aimerait juste qu'on nous lâche un peu. Mais voilà, si vous le faites avec délicatesse et politesse, effectivement, ça peut être tout à fait possible. Mais encore une fois, regardons les choses du point de vue du client plutôt que d'une autre. Luc, j'ai une question de Mélissa. Je vais te proposer d'y répondre puisque tu as répondu par écrit. Tu nous dis les vendeurs commerciaux sont souvent objectivés sur des acquisitions clients ou sur des volumes, effectivement, il y a un objectif fort. Difficile dans ces conditions de prendre le temps de travailler sur la satisfaction client et par conséquent leur rétention. Avez-vous des leviers pour trouver le juste équilibre?
Alors, toi, tu as répondu. Alors, est-ce que tu as répondu? C'était à Mélissa que tu as répondu ça? Non, c'est bien là-dessus, c'est sur la gestion du temps. Et en fait, ma proposition dans ma réponse, hein, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les reformulations, c'est-à-dire pour éviter les effets de boucle où le client redit les mêmes choses parce qu'on n'a jamais montré qu'on avait entendu sa demande. Et puis, je parlais de cas anti-retour, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une reformulation, ben, on peut continuer à avancer. Et puis, dans la deuxième partie de réponse, je disais à quel point c'était intéressant d'investir un petit peu de temps au démarrage parce que c'est le moment où on s'assure qu'on a bien compris la demande, qu'on est bien en phase avec cette demande et qu'une fois que cette confiance est établie, on peut là pour le coup accélérer et gagner ce temps qu'on cherche et puis gagner aussi notre rétribution de commerciaux, c'est-à-dire oui, être efficace. Mais de ce que nous, on a pu repérer à force, c'est à vouloir aller trop vite au démarrage. Là, pour le coup, on perd les clients parce que ce que le client demande au démarrage, c'est ce qu'on appelle l'orgueil dans un de nos outils qui s'appelle le SONCA, c'est de la reconnaissance. Et de la reconnaissance, c'est de s'intéresser à l'autre. Donc, si on n'investit pas un petit peu de temps dans l'intérêt qu'on porte à l'autre, la relation est a priori détériorée avant même qu'elle puisse progresser. Alors, j'ai Fatoumata qui nous a mis en commentaire coaching pour faire référence au monitoring. Alors, il y a effectivement dans le coaching différents types. Monitoring, je sais pas, je sais pas comment l'interpréter en fait ici. Donc, j'aurais du mal à répondre. Peut-être Fatoumata, si vous voulez. Alors, c'est juste peut-être pour dire qu'un autre terme du coaching, c'est le monitoring. Hein, c'est ce côté coach ou moniteur, enfin la personne qui accompagne. Oui, d'accord, oui, tout à fait. Il y a en fait, dans le coaching, il y a différents. Quand on va travailler avec un coaché, un client, ou enfin voilà, donc là, un salarié, un manager, il y a différents niveaux sur lesquels on va aller travailler. Et en fonction du niveau, on va avoir différents rôles, entre guillemets. On peut avoir un rôle de guide, on peut avoir un rôle d'entraîneur, on peut avoir un rôle d'enseignant, on peut avoir un rôle de mentor, de sponsor, des veilleurs. Ça va dépendre en fait à quel niveau on va, si on travaille sur les croyances, si on travaille sur l'identité, si on travaille sur les compétences, en fonction de là où on va les travailler. Ça va être le rôle va évoluer en fait. D'accord. Et Cablan et Paulin. Nous avons quelques. Des questions sur. Oui, des questions des participants donc, sur Facebook, donc personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc, on a James Saint-Patrick qui demande en quoi consiste le levier relationnel de l'expérience client. Le levier relationnel, je pense qu'il voulait dire émotionnel en fait de l'expérience client. Je pense. Ben, le levier émotionnel, c'est toute la partie qui va permettre de répondre aux attentes émotionnelles ou de susciter des attentes émotionnelles ou de l'émotion auxquelles on ne serait pas forcément attendu. Si je reprends mon exemple de distributeur de bubblegum, par exemple, eh bien moi, voilà, si je prends l'exemple de mes enfants, bon, bah, quand ils voient un bubblegum, ils pensent bubblegum, voilà, chewing-gum. Et au moment donné, quand ils vont mettre la pièce dans le distributeur et qu'ils vont tourner la manivelle et qu'ils vont voir cette spirale, eh bien, il va se passer quelque chose voilà, il va y avoir une émotion, ça va être amusant, ça va être rigolo, ça va être inattendu. Il va se passer quelque chose. Et du coup, en fait, j'en oublie presque le bubblegum. Et en fait, tiens, je vais aller chercher une autre pièce. Tiens, papa, donne-moi une autre pièce. Je vais en acheter une pour mon petit frère. Pour remettre la pièce je vais appeler mon petit frère. Je lui dis, viens voir, regarde ce qui se passe. Et il va se passer ça. Et ça, voilà, pour le coup, il n'y a pas forcément de relationnel parce qu'on n'est pas en face à face. Mais il va se passer quand même quelque chose au niveau
au niveau émotionnel. Donc, bon, de là à faire… Oui, Luc, vas-y, si tu veux. Oui, peut-être pour compléter, quand on cherche à obtenir une relation client, on cherche à le fidéliser et éventuellement qu'il puisse dire du bien de nous. Et ce qui va laisser une impression et vraiment une empreinte, ça va être l'émotion. Un service qui se déroule bien ne laisse aucune empreinte et pour bonne preuve, pourquoi est-ce qu'il y a autant de réclamations dans les TripAdvisor ou autres endroits où on peut s'exprimer? Parce que ce qui a laissé des traces, c'est des émotions et que souvent, on fait vivre aux clients des émotions négatives et qu'on a du mal à faire vivre des émotions extrêmement positives. Et ce qui fait que le levier qui permet aux clients, qui nous permet, nous, d'actionner le client pour qu'il laisse un commentaire, eh bien, comme on ne le développe pas beaucoup, il ne laisse pas de commentaire parce qu'il n'a rien à dire. Il a obtenu ce qui était prévu, le bubblegum ou le service, et puis voilà. Mais si on a réussi à donner ce petit surplus, cette petite chose en plus, qui souvent se traduit par « allez-y, ils sont super sympas ». Et ce super sympa, on voit bien que c'est quelque chose qui l'a touché. Alors bien sûr, ça peut se travailler parce que le super sympa, ça va être la manière de faire le bon sourire, ça va être manière d'aider à porter les paquets jusqu'à la sortie de la boutique, ça va être la manière de proposer une petite attention supplémentaire. Enfin, il va y avoir bien sûr des choses qui vont aider à faire vivre ces émotions positives. Là, pour reprendre l'histoire du bubblegum, la manière de laisser une impression, c'est cette petite bille qui tourne. À titre perso, ils ne vont pas me garder longtemps avec ça, mais tes enfants, je veux bien. Oui, ouais, tout à fait. Et pour aller, je pense à un exemple très concret d'émotion marquante. Hein, alors, ce n'est pas forcément un exemple très sympa, mais je pense que le 11 septembre, on se souvient tous de ce qui s'est passé et je pense qu'on se souvient tous de là où on était quand on a appris que les Twin Towers avaient été détruites, enfin quand on a eu vent de l'attentat. Donc moi je me souviens très bien de l'emplacement précis où j'étais parce que ben, voilà, il y a une émotion très forte et ce moment-là c'est ancré et effectivement comme dit Luc, c'est imprimé dans ma mémoire et je m'en souviens. Voilà, je me souviens très bien de la naissance de mes enfants. Enfin, il y a des choses comme ça, des événements très forts, qu'ils soient positifs ou négatifs, dont on se souvient. Et donc, toute l'idée, effectivement, quand on travaille sur le levier émotionnel, c'est d'arriver justement à recréer ce moment fort qui, évidemment, doit être positif pour le coup, pour qu'il y ait une réelle empreinte qui s'imprime. Cablan nous confirme, en fait, notre attitude crée de l'émotion chez le client qui par la suite s'intéresse à notre produit. Avec votre permission, je veux bien répondre à la demande de Fatouma. Est-ce que dire non à un client ne le repousse pas directement? Comment le réenchanter autrement? Et il parle d'un cas du refus d'un crédit bancaire. Alors, j'ai vu que dans les inscrits, il y avait pas mal de gens de la banque. Alors, vu de loin, parce que je ne connais pas le client à qui on va dire non, mais peut-être qu'il y a d'abord de pouvoir accepter que je suis vraiment désolé, je vais être obligé de vous dire non, et puis de montrer qu'on peut comprendre que pour le client, c'est désagréable. Et puis peut-être faire une offre après qui est, et c'est ce qui va être donner du sens au non, parce que dire non, on peut l'accepter si on sait pourquoi on reçoit un non. Mais si vous voulez, nous pouvons revoir ensemble ce qui nous permettrait ou ce qui me permettrait de dire oui à votre demande et qui pour l'instant ne m'autorise pas à vous dire oui. Et ce qui veut dire que tout d'un coup, on garde le client comme un partenaire, comme un adulte à qui on peut discuter de ce qui s'est passé, de ce qui a provoqué un non. Il y a une forme de respect parce que quand on reçoit un non et qu'on est client, on a l'impression effectivement, comme vous le dites très bien, d'être repoussé et un peu comme on dit non à un enfant, non, 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 va dans ta chambre et ça suffit maintenant. Et ça, de faire vivre ça à un client, ce n'est pas possible. Donc, il faut voir comment on va le traiter comme un adulte et donc donner du sens à ce non-là. Il y a une question de Virginia qui nous demande comment ne pas altérer le lien émotionnel avec le client lorsque les commerciaux sont constamment dans la course à la performance. Eh bien, j'aurais envie de dire il faut peut-être revoir le modèle de la performance, puisque en fait, quand vous proposez une très bonne expérience client, donc quand vous prenez soin de la relation client et quand vous travaillez l'émotionnel, vous êtes super performant. Donc, ce serait intéressant, effectivement. Y a plein d'études qui montrent que garder un client, ça coûte moins cher que d'en conquérir un.
eh bien, si je suis commercial, si je suis dans la course à la performance, si je conserve tous mes clients et qu'ils rachètent, j'aurai beaucoup plus de temps à consacrer à la relation et donc à cette partie émotionnelle. Ok, ce que je voudrais rajouter, Thomas, à ce niveau-là, c'est qu'il faut bien savoir que l'expérience client est vraiment à travailler au niveau de l'entièreté de l'entreprise. Donc, on ne peut pas décider en tant que commerciaux d'offrir une belle expérience client si toute la machine par derrière n'est pas orientée expérience client. Par exemple, si je promets à mon client un accord de prêt, en tout cas un retour, une réponse sur un prêt dans 48 heures, et que par derrière, mon service juridique met 3 jours à faire ces vérifications et me revenir, forcément, j'ai un problème. Si mes opérations mettent du temps à mettre en place tout ce qui est volet opérationnel pour le prêt de mon client, forcément, je vais vers une insatisfaction de mon client. Donc, lorsque toute l'entreprise a décidé de mettre en place une stratégie expérience client, il y a une véritable étude, une analyse du parcours client. Et en ce moment-là, du parcours client et du parcours salarié, ce qu'on verra la dernière fois, et qui permettra de mettre en évidence quels sont les couacs et quels sont les motifs d'insatisfaction et quels sont les freins. Donc, si on se rend compte que la course à la performance telle que pensée jusqu'à présent par l'entreprise met en péril donc l'expérience client et donc la fidélisation des clients et leurs recommandations, en ce moment-là, forcément, il va falloir repenser notre système de performance et l'adapter pour que, in fine, on puisse atteindre nos objectifs. C'est tout à fait ça, Jeanne. C'est une vraie décision, c'est une vraie stratégie d'entreprise. Quand avec Luc, on a l'occasion de travailler sur des projets d'expérience client, ce sont des projets de changement, c'est-à-dire qu'on est sur de la culture d'entreprise. Et donc, si on a une culture entreprise qui est orientée performance commerciale très fortement et qu'on veut aller dans une culture de l'expérience client, eh bien, ça va créer du changement, ça va créer du remous. Et effectivement, on ne pourra pas le faire tout seul. Le manager qui veut faire ça, si la direction au-dessus n'est pas avec lui, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie décision qui soit prise et qui est effectivement une décision stratégique. On a Fatoumata qui a levé la main. Est-ce que vous voulez… D'accord. Sinon, j'ai une question à laquelle on peut répondre rapidement. C'est, est-ce qu'il existe des expériences clients par secteur d'activité? Alors, j'aurais envie de dire oui. Il y a des expériences clients par secteur d'activité parce que quand j'achète une voiture et que je vais la chercher, je vais vivre une expérience, par exemple, de livraison. Alors, elle sera peut-être un peu comparable à le jour où j'achète mon appartement et où on me donne les clés. Ce sera un peu de ce type-là. Donc, en fait, j'aurais envie de dire qu'il y a une somme d'émotions qu'on va retrouver dans différents types d'expériences. Il peut y avoir des expériences différentes. Et puis, après, il y a souvent des expériences qui sont… il y a un moment qu'on travaille toujours, c'est la réclamation. La réclamation, on va la retrouver partout, dans tous les services. Partout, on retrouve de la réclamation. Et il y a souvent les mêmes émotions derrière. Et pour le coup, les expériences, ce qui va faire la différence, c'est comment je réponds à ces émotions. Oui, Luc. C'est juste pour ajouter, ce qui est intéressant selon les secteurs, c'est de trouver les rituels qui correspondent bien au secteur et qui vont aider à marquer ces émotions. Et donc, ces rituels de service ou autres, ils sont à définir. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie Fatoumata qui a levé la main poliment. D'accord, donc j'essaie de retrouver la question de… Alors, Fatoumata… La question de Fatoumata. Le micro, en fait, d'actionner. En attendant, on a Virginia.
nous demande, qui nous dit, est-ce que l'expérience client passe nécessairement par une modélisation d'un parcours au sein de l'entreprise? Alors, en fait, on aborde un tout petit peu le prochain webinaire, mais quand on va modéliser le parcours, de construire l'expérience délivrée au client, ça permet de cibler une expérience qu'on souhaite délivrer, donc qu'on souhaite atteindre. Et donc, c'est mieux parce que ça permet à chacun d'avoir les mêmes repères, de pouvoir prendre les mêmes initiatives. C'est beaucoup mieux. Et je dirais oui, ça passe nécessairement pour répondre bien à la question. D'accord, donc je vais réactiver le micro de Fatoumata. Vous pouvez lui donner la parole rapidement. Bonjour, merci. Merci Jeanne, merci Luc, merci Thomas, très instructif. Je voulais juste rebondir un peu sur l'intervention de Jeanne pour parler un peu de... Alors, on a souvent l'impression dans nos entreprises que la satisfaction de l'expérience client, c'est plus l'affaire des commerciaux. Donc, le back-office ne s'y intéresse pas du tout. Et ce que Jeanne disait, c'est vraiment pertinent. Je prends un engagement avec un client de 48 heures pour lui délivrer un service. Et je suis retardée, on va dire, par un service juridique. On le vit au quotidien. Mais après, c'est toujours le commercial qui devra expliquer à son client pourquoi 72 heures, un mois, une semaine, non 48 heures. Donc, on n'a pas l'adhésion de toute l'entreprise dans cette culture d'expérience client, ce qui est déjà dommage. Donc, on peut véritablement avoir dans nos valeurs en tant qu'institution, oui, orientation client, expérience client, et tout le monde le dit, tout le monde sait le dicter, mais malheureusement, dans les mœurs, c'est que l'affaire des commerciaux. Et ça, c'est vraiment dommage, en fait. Donc, c'était juste pour apporter ce point sur l'intervention de Jeanne qui a vraiment touché du doigt le véritable problème. On a deux parties prenantes. On a ceux qui sont en front, qui gèrent au quotidien des humeurs des clients, mais qui cherchent à satisfaire des besoins et aller au-delà des besoins, rechercher ce wow du client. Et puis derrière, on a ceux qui restent des purs administratifs et qui n'ont aucun standard. On va dire, il n'y a pas de normes. Donc, c'est quand on veut, on le fait. Mais devant, il y a quelqu'un qui attend et qui est capable d'aller en face chez Orange ou chez une autre banque, comme on l'a vu dans le cas. Merci. Alors, merci. Merci. Je vais permettre, moi, de rebondir parce que c'est très intéressant comme témoignage. Parce qu'effectivement, on a une version. Alors, je serais curieux de demander aux administratifs leur version à eux de comment les commerciaux leur demandent des dossiers clients, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment, et c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais c'est pour ça que quand on travaille sur un projet d'expérience client, c'est intéressant de travailler avec l'ensemble des personnes qui sont concernées dans la réalisation, dans la construction du service ou du produit, parce que bien évidemment, il y a un impact quand c'est moi qui produis un dossier financier mais que je n'ai pas le client en face. Si je prends du temps, si je ne réponds pas, si je ne m'en occupe pas, ça a un impact sur le commercial qui va le vendre, bien évidemment. Mais peut-être que moi, en tant que… C'est moi qui fais… Je suis au service financier, mais en fait, le commercial, il m'envoie un dossier… je ne comprends pas, il ne m'explique pas, il ne se met pas à ma place. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses, en fait, dans ces deux acteurs qui jouent. Et donc, quand nous, on va travailler sur un projet d'expérience client, eh bien évidemment, on va mettre les deux acteurs autour d'une table pour voir, OK, quels sont tes besoins, je sais qu'il y a un client, oui, je comprends bien. Et on va travailler là-dessus. Alors, ça prend du temps. Je
justement réajuster tout le monde et qu'on ne soit pas justement dans cette entre guillemets guéguerre entre l'administratif qui ne comprend pas le commercial en fait. Mais, absolument, Thomas. Et nous, quand nous travaillons avec les clients, notamment dans le secteur bancaire, pour tout ce qui est expérience client, la première chose qu'on leur explique, c'est que vous ne pouvez pas prétendre mettre en place une stratégie d'expérience client si vous ne faites pas une transformation globale en interne. Et surtout, si vous ne partagez pas cette vision expérience client et cette nouvelle orientation expérience client. Et faire un diagnostic du parcours client nous paraît être le préalable, bien entendu, après avoir recueilli donc les feedbacks des clients sur la qualité de la satisfaction client, de la qualité de service, les freins, etc. C'est ensuite véritablement travailler sur le parcours client. Et ce qui est particulier dedans, c'est qu'on va mettre on va mettre en phase différentes équipes, dans les équipes de différents départements, et leur demander, bon, OK, on travaille ensemble sur tel tronçon du parcours client, et en ce moment-là, chacun va revenir en disant, moi, ce niveau-là, voici mes contraintes, voici mes difficultés, voici pourquoi est-ce que je ne peux pas performer aussi bien qu'on me le demande, etc. Et ça permet à la fois au front office et au back office de se mettre à la place les uns des autres et de comprendre véritablement quels sont les challenges et quel est l'impact de tous les actes qui sont posés sur l'état émotionnel du client et sa satisfaction à la fin de la journée. Et ça, c'est très important. Et comme tu l'as dit, Thomas, c'est long. En général, les entreprises veulent un résultat très vite, mais ça ne peut pas être pérenne. Donc, il faut savoir que c'est long et c'est véritablement une culture à intégrer, mais vraiment de manière assez profonde pour que ça dure dans le temps et que ça produise des résultats qui permettent à l'entreprise d'exploser en termes de part de marché et de chiffre d'affaires. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Voilà. J'ai une question donc, de Roxana sur Facebook qui disait comment élaborer une stratégie d'expérience client. Quels sont les éléments majeurs qu'il faut prendre en compte lorsqu'on décide pour son entreprise d'élaborer une stratégie d'expérience client avec des chefs d'entreprise? Je pense que déjà, il faut avoir déjà une bonne vision de là où on veut aller. Je pense qu'il faut embarquer les équipes avec nous. Hein. Évidemment, l'expérience client, ceux qui la font, enfin, il y a ce qu'on imagine ensemble, et puis après, il y a la façon dont on va le délivrer, et puis après, il y a le façon de la suivre. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que l'expérience client elle est lancée, eh bien, il faut la suivre. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question. Jeanne, tu peux me relire la question? Je pense que je me suis... Oui, c'était comment élaborer une stratégie d'expérience client, dont déjà les différents éléments à prendre en compte. Je pense que d'une stratégie d'expérience client, il y a bien évidemment une décision à avoir au niveau des dirigeants, hein, c'est-à-dire... Absolument. Et puis, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place, quel budget on accorde, parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent de réfléchir, de revoir. C'est vraiment une question du changement, donc il faut être aussi dans cet esprit-là. Et ça veut dire que peut-être on va avoir des process, peut-être on parlait de la banque tout à l'heure, mais peut-être qu'on va avoir effectivement la façon dont on va demander les dossiers financiers du commercial au back-office, parce que c'est peut-être trop long, il y a peut-être trop de documents, il y a peut-être trop de paperasse, il y a peut-être des choses que le client peut faire chez lui numériser. Enfin, donc il y a toute une logique, et ça, il faut que ce soit pris en amont.
voilà. Puis après, ben, quand on définit la stratégie, c'est quels sont les partenaires avec qui on va travailler, sous quel délai. Voilà. C'est des choses qu'on se pose à l'avance. La façon dont Luc et moi on travaille quand on travaille sur des projets d'expérience client, c'est qu'on démarre. Bon, évidemment, généralement, notre client, il a déjà au niveau stratégique une vision de là où il va aller, il va atteindre. Alors là où il va aller, ça peut être aussi en termes de chiffre d'affaires, hein, de position de marché, de part de marché. Et puis ensuite, on va travailler avec ben, les gens du terrain pour construire l'expérience client parce que ben, en fait, les gens du terrain, ils sont sur le terrain, quoi. Donc, ils sont confrontés effectivement à la réalité. On va commencer à récolter. Voilà, on va commencer. Ok. Donc, absolument, Thomas et Roxana, effectivement, c'est d'abord une décision globale, donc au niveau de la direction de l'entreprise. Où est-ce qu'on va, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre et qu'on soit persuadé que l'expérience client est véritablement le levier qu'il faut qu'on utilise pour se démarquer de nos concurrents. Et ensuite, mettre l'accent sur le client. Finalement, mon client, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses aspirations, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, quels sont les bénéfices qu'il attend, non seulement du côté fonctionnel, mais surtout du côté relationnel, quels sont les bénéfices même inattendus, est-ce qu'il rêve à quelque chose qu'il ne s'attend même pas à voir en termes de réalisation parce que ce n'est pas les habitudes du marché. Et donc, ce sont tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Savoir exactement ce qu'il attend, quel est le niveau de sa satisfaction pour l'instant avec toutes les interactions qu'il a avec l'entreprise, qu'est-ce qu'il souhaite, quels sont les freins, quelles sont les motivations qu'il pourrait avoir pour développer dans sa relation avec l'entreprise. Et donc, ça, c'est tout ce qui est client externe. Mais on a également les clients en interne, qui sont les employés donc, de l'entreprise, qui sont aussi importants que les clients externes, parce qu'à la fin de la journée, c'est eux qui vont pouvoir offrir aux clients externes l'expérience à laquelle ils aspirent. Donc, faire même ne serait-ce qu'un sondage en interne pour savoir mais qu'est-ce que mes staffs pensent, qu'est-ce qu'ils attendent, quels sont leurs blocages, quels sont les freins, quels sont les éléments qui leur permettront de se sentir plus à l'aise et donc d'offrir une meilleure expérience et vraiment se projeter dans le client et développer le volet émotionnel qui est nécessaire. Et puis, voilà, mettre en place des petites habitudes, tout un protocole, tout un parcours, etc. Mais on ne peut y arriver lorsque véritablement on a décidé de mettre le client et la satisfaction de ses besoins au centre et on veut faire passer à un niveau d'enchantement dont il se souviendra éternellement, je pourrais dire. D'accord. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour. Un peu le tour de toutes les questions. Chacun peut en tout cas se faire une idée assez précise de ce que c'est que la satisfaction, de ce que c'est que l'enchantement et en quoi est-ce que l'expérience client permet absolument de faire atteindre ce niveau d'enchantement à ses clients et donc pouvoir les fidéliser et atteindre un niveau de recommandation en termes de réachat et de recommandations, de relais, de même avoir des ambassadeurs de sa marque, ce serait véritablement le summum pour une entreprise. Donc, au prochain webinaire, on ira plus en profondeur sur comment est-ce qu'on le fait, donc à travers le parcours client et le parcours collaborateur, donc salarié. Et je voudrais remercier infiniment Thomas pour le temps, pour la qualité de l'exposé. Également Luc de s'être prêté au jeu et d'avoir si bien répondu, contribué en tout cas à répondre aux différentes questions. Et merci à tous les participants, donc tous ceux qui étaient connectés sur Zoom et tous ceux qui nous ont suivis via Facebook.
Donc, on vous dit à très bientôt. Donc, on aura le prochain webinaire à la fin du mois de mai. Vous recevrez donc les différents emails, vous aurez la communication sur les pages, etc. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Eh ben, super. Écoutez, merci. Merci à vous et bonne soirée à chacune et à chacun alors. Voilà. Merci, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.